Salut à toutes et à tous, c'est Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Crunch, quel drôle de nom, et pourquoi pas libellule ou papillon. C'est quoi le crunch, mesdames, messieurs? J'ouvre mon Robert. Emprunté du mot anglais signifiant craquement, match de rugby opposant annuellement l'Angleterre et la France dans le tournoi des 5 puis des 6 nations depuis 1910. On dit d'un crunch qu'il est d'autant plus croustillant qu'il oppose deux équipes au niveau de jeu proche, entraînant un antagonisme, une détestation qui nourrissent la propre légende de cet affrontement plus que séculaire. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis au regret de vous annoncer que le crunch est mort. Vive le crunch! Oui, 6J le crunch, après la déroute historique des Bleus hier à Twickenham, balayé 44-8, humilié par un essai après 65 secondes, un désastre, un crash plus qu'un crunch, nous dit la presse anglaise goguenarde ce matin. Vous l'aurez compris, on reviendra dans cette émission en long, en large et surtout en travers sur la débâcle tricolore pour en analyser les causes, notamment stratégiques, en se demandant si ce 15 de France ne serait pas en réalité en retard d'une guerre, ou de 2, ou de 3. On tentera aussi d'en tirer des conclusions humaines, tactiques, morales à court terme avec une fin de tournoi qui s'annonce particulièrement périlleuse et cette Coupe du Monde qui se profile dans 7 mois. Que faire pour redresser la course du Titanic ? Que faire pour redresser la course du Titanic qui fonce inexorablement vers... Enfin, vous connaissez l'histoire. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Renaud Borel, notre DiCaprio à tous. Salut Renaud. Essayez de pas couler, hein. Arnaud Requena, le chef d'orchestre qui continuera à jouer jusqu'au bout, coûte que coûte. Bonjour. Salut Arnaud. Et enfin, Alex Bardot, notre capitaine. Alex, fais quelque chose, s'il te plaît, redresse la course, change-la. C'est pas glorieux d'être le capitaine du Titanic. Je crois qu'il avait déconné, non? Que de chefferie. Ouais. Que de chefferie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes vraiment prêts, hein? Pas comme les Bleus ce week-end. Hein. Sûr? Alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Ça a été une leçon de stratégie, ça a été une leçon de précision. On a vu que les Anglais au niveau du rythme et au niveau de la vitesse de jeu étaient supérieurs à nous. Sur les lancements de jeu, ils nous ont pas mis à mal. Par contre, dans le jeu dans le désordre et dans le jeu avec le kick and chase, ils nous ont vraiment fait mal et ils ont réussi à se nourrir de ça pour marquer les essais. C'est dur derrière de ne pas avoir su résister à ce rouleau compresseur qu'ils ont mis en première mi-temps, notamment avec la pression par du jeu au pied qui nous a mis en difficulté à réception, en difficulté derrière sur notre rideau, puisque quasiment les essais se sont succédés de la même façon. On savait qu'ils allaient nous mettre la pression, mais on n'a pas su être assez précis dans les réceptions. On n'a pas su. Ils nous ont beaucoup gênés. Ils ont été très forts. Ils ont récupéré le ballon. Ils ont remis encore du pied derrière, alors que l'on était désorganisé. Et il y a quasiment les essais sont quasi similaires. Alors messieurs, petite remise en contexte. Il y a 4 ans, pour schématiser, Philippe Saint-André et son staff avaient fait le choix de bétonner une grosse défense, de tout miser sur la préparation phisique. Et résultat des courses, ça a été une des Coupes du Monde les plus joueuses de l'histoire. Du coup, qu'a fait le 15 de France depuis? Il joue, il se fait des passes. Ouais, il essaye. Or, il semblerait qu'on se dirige tout droit vers le mondial du football rugby, où il s'agira d'être aussi adroit de ses petits doigts que de ses gros orteils. Alors messieurs, est-ce que la France, d'après ce qu'on vient d'entendre, n'a pas encore une fois une guerre de retard au niveau stratégique? Alex, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Enfin, le match d'hier, de dimanche, est hyper parlant là-dessus. Ça fait maintenant plusieurs mois, un peu plus que ça, qu'il y a des équipes au niveau international qui utilisent de plus en plus le jeu au pied offensif. Pas du jeu au pied pour se reposer et pour gagner du terrain, non, du jeu au pied pour mettre du rythme, accélérer, mettre sous pression. Ça fonctionne et ça c'est devenu une arme immense pour les Anglais. Et hier, on a vu qu'on n'était pas préparé à ça, ni techniquement, ni physiquement. Puisque quand le ballon est tapé, ensuite ça accélère le jeu et il faut courir pour le récupérer, soutenir, etc. Et ça, on n'y était pas préparé, ou en tout cas beaucoup moins que les Anglais. Et même on n'y est pas préparé culturellement, puisqu'en France aujourd'hui, même s'il y a une utilisation du jeu au pied qui existe, de jeu au pied offensif, il n'y a personne qui le pousse à ce niveau à la fois de stratégie, à ce niveau de précision et qui joue ce jeu qui devient... Phil Cruden à Montpellier, Zach Holmes à Toulouse, Finn Russell au Racing. Ouais, ouf. Pas un Français. Non, mais même pas, parce que ça dépasse même le cas de joueurs spécifiques. On a vu hier que pour les Anglais, que c'était une stratégie collective. Alors après, ils ont les joueurs pour le mettre en place, mais aujourd'hui, en France, il n'y a pas une équipe qui a autant d'expertise
et qui sait autant mettre dans le rouge un adversaire par son jeu au pied. Ce qui est terrible dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Brunel, c'est qu'ils le savaient, ils y étaient préparés, ils avaient travaillé là-dessus en milieu de semaine et ça change rien, quoi. Arnaud? Non, ça change rien, mais comme a dit Alex, quand on tape dans ton dos, il faut courir. Et puis si l'adversaire court plus vite que toi, t'as beau t'entraîner, t'es battu. Après, le jeu au pied, chez nous, c'est ça, la barre. Ça sent dans les pieds. Et donc, mais non, c'est mais culturellement. Pourquoi on n'a jamais eu de grand 10 qui joue au pied le pauvre Philippe Saint-André, je pensais à lui pendant le match, qui s'est égosillé pendant des années à dire il faut taper dans les corners. C'est vrai. Ben oui, il était... gloire lui soit rendue. Ouais, il était peut-être un peu visionnaire. où il avait aussi passé beaucoup de temps en Angleterre. Et avec Charlie Hodgson, et puis à Toulon avec Johnny Wilkinson, ça peut aider pour jouer au pied. Voilà, t'as beau être préparé. Après, si tu fais un en avant de 12 mètres sur quasiment la première action, que pour le coup, UG, il a bien réceptionné le ballon, mais il s'est fait désintégrer. Ça rejoue au pied, ouais, tu recules. Puis c'était quand t'as pas l'habitude, c'est pas nous, ça. C'est pas joli, ça fait pas col relevé et tout ça, quoi. On a vu que c'est bête, c'est du rugby. Les Français, ils ont essayé d'adopter un peu cette stratégie hier. Ils s'étaient quand même un peu préparés. Mais ils n'ont pas été précis techniquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su poser le ballon dans des zones où en chassant les ailiers, notamment, allaient pouvoir le récupérer. Et deux, pour que cette stratégie elle soit efficace, il faut être capable de pousser l'adversaire dans le rouge. C'est-à-dire d'utiliser régulièrement ce jeu au pied pour lui mettre la pression et aller plus vite que lui, en quelque sorte, dans son replacement, dans sa pression. Et en fait, ça, aujourd'hui, l'équipe de France, elle n'en est pas capable. Parce que, là, on revient aux mots ancestraux, mais je pense que, voilà, clairement, les Anglais, ils sont mieux préparés que les joueurs français, ils sont plus habitués à des rythmes élevés. Il fallait lire hier la presse britannique avant le match. Courtney Lawes, il annonçait le plan de jeu, quoi. Il annonçait clairement dans une interview qu'il avait donnée à la presse anglaise. Fabien Galtier dans l'équipe aussi. Voilà, il y avait Fabien Galtier aussi, mais Courtney Lawes, il disait, on va accélérer les touches, on va taper dans leur dos, on va leur mettre la pression, ils sont lourds, machin, mais enfin... Et c'est même pas arrogant, c'est juste un constat, voilà. C'est quelque part, comme il dirait, l'Italie, ils sont faibles là, on va le faire, on va les jouer comme ça et on va les mettre dans le rouge. Disons, voilà. Après, dans le jeu au pied, avec Renaud, on s'est demandé plusieurs fois si les Français, ils étaient toujours contre le vent, quoi. Pendant 2000 ans, tu t'es dit, tu joues contre le vent. Tu trouves des touches de 2,83 m. Parce que ton propre jeu au pied est un jeu au pied, là, pour le coup, pour se débarrasser du ballon, parce que tu es sous pression. Et que, ouais, mais quand même, tu peux sortir de ton camp, gagner des touches de 30 mètres. Quoi. Là, c'était terrible, quoi. Renaud, ça t'inspire quoi ? Ce que je trouve inquiétant, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde, c'est que les adversaires, notamment les Anglais, qu'on va affronter en poule, sans doute d'autres nations aussi qui maîtrisent très bien le jeu au pied, peut-être pas sous cette forme-là, mais les Irlandais dans les couloirs avec des hautes chandelles, les Gallois aussi qu'on a vu mettre ce type de pression. Les Blacks ils savent bien le faire aussi. Les Blacks savent bien le faire, mais ils savent faire tellement de choses eux, que voilà. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que là, on va se battre encore pour rattraper le retard sur ce domaine-là, au lieu, je pense, aujourd'hui, d'utiliser une stratégie qui serait d'utiliser nos compétences et nos points forts pour imposer notre rugby et ce qu'on sait faire, puisque, voilà, on va pas accoucher d'un Owen Farrell ou d'un Boden Barrett ou d'une paire Murray-Sexton ou de Daly dans les 5 mois qui arrivent, et même s'il y a un accouchement, le bébé sera pas prêt pour septembre. Et donc c'est ça qui est à la fois inquiétant et à la fois extrêmement lassant. C'est que cette guerre de retard, on va essayer de la rattraper au lieu de faire la nôtre avec nos propres concepts. Mais ça, on pouvait pas le sentir venir là dans l'évolution du rugby international depuis 1 an, 2 ans. Si. Parce que de toute façon, voilà, pour rien cacher, les chroniques avec Fabien Galtier, on les discute régulièrement pour les matchs de l'équipe de France, et ça fait maintenant 1 an ou 2 que
quasiment tous les matchs du tournoi, en tout cas, soit l'Irlande, soit l'Angleterre, soit le Pays de Galles, c'est un sujet qui revient. Et on parle du ball in play. Du ball in play, de ce jeu au pied offensif où l'idée c'est pas de ne pas sortir le ballon, de tout ça, toutes des choses qu'il a avoué avoir découvert lui il y a 2 ans quand il avait rendu visite à l'équipe d'Angleterre. Donc tout ça était prévisible. Le ball in play, on explique, c'est quoi? C'est le fait de laisser le ballon en jeu le plus possible et surtout de le déplacer énormément, comme tu disais tout à l'heure, pour et ensuite, obliger les joueurs à se déplacer en conséquence. Et les meilleurs staffs aujourd'hui comptent les mètres parcourus par minute, et plus la cadence est élevée, plus c'est dur de tenir. Et les mètres parcourus par minute, ils sont calculés en fonction des mètres parcourus par chacun des joueurs sur le terrain. Mais oui, on aurait pu le sentir venir, mais je voulais revenir par rapport à ce que disait Renaud. Effectivement, l'idée, c'est pas... Il faut pas se dire, je crois pas que c'est ce qu'on défend, il faut copier, il faut faire comme les Anglais aujourd'hui. Il faut essayer d'utiliser le pied en permanence comme ça, à l'excès. Peut-être que la France peut trouver sa propre voie, mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que si elle trouve sa propre voie, est-ce qu'elle va être capable de l'imposer à l'adversaire? Et aujourd'hui, si on prend le match d'hier, mon sentiment c'est qu'on ne sera pas capable d'imposer quoi que ce soit à l'adversaire si on n'est pas mieux physiquement. Les Anglais, ils imposent cette stratégie-là, mais ils ne l'imposent que parce qu'ils sont beaucoup plus forts physiquement et qu'ils ont cette capacité à se déplacer beaucoup plus vite. Nous, si on cherche à imposer nos stratégies mais qu'on est à la rue physiquement ou qu'on est moins bien que l'adversaire, il n'y aura pas grand-chose à... Et qu'on passe le temps dans nos 22 mètres. Et qu'on passe le temps dans nos 22 mètres en plus, il n'y aura pas grand-chose à attendre. Tu peux pas, là tu pars de zéro. Tu peux pas, en partant de zéro, c'est impossible au mois de septembre d'avoir un jeu au pied. Ça me fait penser, je veux pas faire procès d'intention à la formation française, mais peut-être qu'ils travaillent le jeu au pied, mais il y a 2 ans, pile pendant le tournoi, j'avais une discussion avec Didier Retière qui me disait le problème qu'on a les 10 en France, on n'en trouve pas, tout ça. Et au fil de la conversation, il me dit on n'évalue pas les 10 sur les renvois. Je lui dis pardon? J'ai dit donc les talonneurs lancent pas en touche. Non, mais il me dit les 10, on n'évalue pas les 10 sur les renvois. Un 10 chez nous, il faut qu'il soit beau, qu'il court bien, qu'il truc. Non, mais c'est pas une guerre de retard, là, c'est nier qu'il y a autre chose qui existe et qui gagne plus souvent que nous, là, depuis des années. Je voudrais recentrer le débat sur le staff, et notamment sur sa tête de gondole, sur Jacques Brunel. Jacques Brunel, sexagénaire, qui a fait l'essentiel de sa carrière en France, à exception d'une parenthèse assez longue à la tête de la sélection d'Italie. Est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est à la recherche des nouveautés, qui est avec un état d'esprit de curiosité sur ce qui se passe à l'étranger, à se nourrir de ce qui peut se passer à droite à gauche, pour justement nourrir sa propre réflexion et ne pas avoir ce train de retard, Renaud? Bonne question. Non, mais Jacques Sinon, Brunel, je la pose plus crûment, est-ce qu'il est dépassé, quoi? Jacques Brunel, il est propulsé à la tête de l'équipe de France parce qu'il fallait absolument débarquer son prédécesseur pour incompatibilité d'humeur avec son président. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de mûrir son projet. Il a tant bien que mal assemblé un staff dont certains peuvent se demander ce qu'ils font là. On sait qu'ils ont essuyé beaucoup de refus. C'était oui, puis il y a eu tout un flou, sur ceux qui avaient envie, ceux qui n'avaient pas envie. Voilà, on était déjà au-delà du bricolage. Donc, alors que Jacques Brunel, à son époque, en tant qu'adjoint de Bernard Laporte, il avait été crédité notamment de l'architecture du fameux jeu des blocs, qui avait eu une grosse efficacité, notamment en 2002, avec un grand chelem, avec de mémoire une première place au ranking IRB. Et qui finalement, ce jeu des blocs qui était révolutionnaire était arrivé obsolète en 2003. Il avait été contré notamment par les Anglais en demi-finale. Donc là, je crois que jeté comme ça dans l'arène, il a absolument eu rien le temps de mûrir. Est-ce qu'il est dépassé? Je suis pas compétent. En revanche, ce qui est certain, c'est que il n'est pas tout à fait serein. La preuve, sa sortie en conf de presse avant la compo des Gallois et la difficulté qu'il a à justifier
et l'autre soir, enfin après l'Angleterre, à trouver des explications à ce qui s'est passé. On a quand même le sentiment, Alex, au-delà de cette question du jeu au pied stratégique, si on élargit le débat, d'un staff qui navigue un peu à vue, en tout cas dans ses options stratégiques, quoi, qui prône avant les matchs contre les Gallois, voilà, un jeu plus aéré, plus ouvert, qui fait un pas en arrière avant le match contre l'Angleterre. On a du mal à... C'est pas très lisible. Oui, non, de toute façon, quelque part, ce staff, il est le fruit du rugby français. C'est-à-dire, il est le fruit d'un rugby largué, donc forcément, qui se pose 10 000 questions sur que faire, comment faire, qui mettre, parce que on a beau tout essayer, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Il est aussi le fruit, je pense, d'un rugby français qui a un peu oublié de s'ouvrir, qui se regarde beaucoup, mais qui réfléchit peut-être peu, parce qu'il s'en fout du niveau international aussi, parce qu'il a son top 14 qui lui convient bien, et que voilà, que ça bouillonne pas tellement. Je reviens à cette histoire à cet exemple de Fabien Galtier, qui est reconnu comme un technicien hyper compétent. Il a fallu qu'il soit off, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de contrat et qu'il fasse le tour du monde pour apprendre des nouvelles notions, et qui sont aujourd'hui les notions clés du rugby moderne. Et aujourd'hui, c'est hyper frappant cet exemple-là. Ça veut dire que en France, il y a des compétences, mais elles sont tournées beaucoup vers le top 14, vers qu'est-ce qui fonctionne dans le top 14, et finalement tout ça est peu ouvert à la recherche, à la réflexion, et ça se retrouve au niveau international où on est un peu voilà, on voit bien ce qui se passe, mais on ne sait pas comment le mettre en place, on n'essaye pas d'anticiper, on navigue à vue, quoi. On est impuissant. Merci Alex, tout ça est très réjouissant. Je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième thème de notre débat et se projeter un peu sur la suite du tournoi. C'est simple, je vais laisser la parole à Jacques Brunel, on va voir ce que lui en pense de la suite du tournoi. C'est quand même une lourde défaite, il va falloir l'évacuer, il va falloir surtout tâcher de prendre conscience des manques qu'on a eu en première mi-temps, et aussi garder du positif, garder des bribes de match de la deuxième mi-temps, des actions qui ont mis ces Anglais en difficulté, et repartir là-dessus, et surtout pas baisser les bras. L'année dernière, on était dans les mêmes circonstances, exactement. On avait perdu le premier match contre l'Irlande, on avait perdu contre les Écossais, et donc derrière, voyez-vous, on avait réussi à gagner contre l'Angleterre, donc on va se dire, on va essayer de gagner contre l'Écosse. Alors faux, Monsieur Brunel, petite précision d'emblée, on avait d'abord battu l'Italie avant de battre l'Angleterre, oui, à Marseille, et ensuite on avait enchaîné sur une victoire contre l'Angleterre au Stade de France. Non, parce que c'est pas exactement le même adversaire quand même. Évacuer cette défaite, nous dit Jacques Brunel très bien, mais comment, Arnaud ? Je vais être aussi hésitant que Renaud. Je sais pas, mais retenir du positif, moi j'en ai pas vu grand chose, à part qu'ils sont tous sortis vivants sur leurs jambes. C'est vrai qu'il n'y a pas de blessés. Peu de blessés. Quand tu cours après le ballon, tu as moins de... Peu de blessés, mais on est franchement pas bon, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est franchement pas bon, donc on est dans la continuité. Il y avait eu le grand symposium à Marcoussis voulu par Feu Pierre Camus pour tout changer, on devait tout changer après 2015. Il y en a eu des choses depuis. Il y en a eu des choses. La commission, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui avait réfléchi. Il y a une commission qui avait réfléchi, beaucoup réfléchi. On a mis Guy Novès, un sexagénaire qui avait tout gagné et qui a été calamiteux. On est en retard. Il y a un moment, il faut quand même dire, on n'est pas bon. Et surtout, on n'a pas... Hier, j'ai discuté avec des joueurs, ils disaient « Ah oui, ils ont tapé au pied, les Anglais. Ils le font très bien, ça. » Mais bon, c'est... Et je dis « Ah non, mais au moins, ils ont un jeu, eux. Eux, ils ont un jeu. La France, on ne voit pas de jeu. Hein. Mais on parlait de l'avenir du tournoi, d'ailleurs. Hier, il y a quand même eu des petites phrases, celle de Morgane Parra, celle de Camille Lopez devant les caméras de télé aussi, disant, grosso modo, il faut que tout le monde se remette en question de A à Z. Ça, c'était Morgane Parra. Et à travers tout ce qu'il avait pu dire auparavant, on comprenait bien qu'il y avait dans l'idée que le staff n'avait pas proposé soit des doses d'entraînement suffisantes, soit une préparation stratégique suffisante, soit
Voilà. Et en tout cas, ça visait beaucoup la stratégie sur le jeu au pied. Et donc, la première chose sur la suite du tournoi, je pense, ça va être de régler ça, on va dire, parce que quand les deux leaders de jeu, le 9 et le 10, font des sorties comme ça, remettre un mot couvert en cause la stratégie. Voilà, remettre un mot couvert en cause la stratégie et le staff, ça veut dire que c'est quelque chose à régler. Alors, est-ce que ça leur coûtera leur place? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va falloir des discussions? Mais en tout cas, il va falloir qu'il se passe quelque chose, qu'ils discutent et puis que éventuellement ils décident effectivement de davantage bosser certains secteurs. Mais le gros avantage quand même de cette défaite et des proportions du score, c'est équivalent à des défaites qu'on a connues face aux All Blacks en fait. C'est que on va pas entendre, comme on a beaucoup entendu après des défaites, qu'il y avait des choses intéressantes. Il y avait des choses intéressantes. On avait des petits trucs en attaque, puis en défense on était bien en place. Non, face à un adversaire qui est vraiment prêt et dans une catégorie dans laquelle on est censé pouvoir boxer, on a pris 44 points. Malheureusement, on n'a pas existé. Donc c'est quand même typiquement le genre de match où tu te dis il va être fait table rase de tout ce qui existe, repartir d'une page blanche et essayer de concevoir quelque chose. Malheureusement, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux repartir d'une page blanche en plein tournoi d'abord, bon, même si on sait que c'est plus un objectif désormais, et à 6-7 mois d'une Coupe du Monde? En fait, il faudrait avoir peut-être... mais j'ai pas la réponse, hein, je sais pas si c'est crédible ou pas, hein, mais il faudra avoir le courage, je déteste ce mot, mais le courage politique de faire une croix sur la Coupe du Monde 2019, éventuellement, tu vois que ça, et de mettre les joueurs que tu identifies avec le plus gros potentiel, sans non plus aller dans l'exagération, sans se passer de joueurs dont on sait qu'ils ont déjà fait des matchs de haut niveau, et voilà. Mais en tout cas, de dessiner une ossature qui aurait le profil pour aller jusqu'en 2023, mais c'est une décision qui est hyper dure à prendre, parce que les Anglais l'avaient fait. Mais moi j'ai du mal à y croire, parce que il y a quand même un risque fort aussi de griller. Si on décide de se passer, si on est extrémiste, on va dire, qu'on décide de se passer. On a déjà eu ce débat, je me souviens. Voilà, qu'on décide de se passer des joueurs qui ont un peu plus de bouteilles, on met aussi en danger une génération qui arrive avec de l'enthousiasme et qui n'est pas armée pour matcher à ce niveau-là de toute façon aujourd'hui. Donc moi j'y crois pas trop à ça. Je crois que de toute façon les jeunes ils sont déjà là, de Dupont à Tamac à Bamba il y en a déjà, ils jouent. Restons sur cette idée enfin moi je crois en tout cas qu'il faut rester sur l'idée de panacher, on va dire, ou de faire jouer ceux qui correspondent à ce qu'on veut faire et ceux qui sont performants. Et puis voilà, de toute façon... De toute façon, les euros n'existent pas derrière, a priori. On a quand même bien épuisé le stock, là. Ouais, c'est sûr. Hier, il y a Morgan Parra qui disait les miracles à haut niveau, ça n'existe pas. Il n'y en aura sans doute pas à la Coupe du Monde de miracles, parce que voilà, il y a trop de retard aujourd'hui. Je crois qu'il faut juste l'accepter, l'admettre quelque part. C'est une forme de résignation, mais je pense que de la résignation viendrait aussi la lucidité pour agir, quoi. C'est-à-dire que le rugby français est largué, il doit accepter qu'il est largué, que le 10e mondial prenne 44 points en Angleterre finalement. Mais une forme de logique. Une forme de logique totale. Donc accepter cette réalité, la regarder bien en face et se dire qu'est-ce qu'on veut faire. 2019, c'est sans doute trop tard, maintenant c'est 2023 et c'est peut-être déjà trop tard 2023, mais en tout cas il faut agir, parce que clairement, pour Renaud parlait de courage politique, il y a des choses qui avancent, mais en France, mais elle n'avance pas à la vitesse du haut niveau, du niveau international. Ouais, puis rajouter un alinéa à la convention qui va offrir 3 jours de stage par-ci, 4 jours de stage par-là. Enfin bon, je pense que là, on a quand même éprouvé largement. Il y a un besoin de radicalité, quoi, aujourd'hui. Après, si tu continues à panacher, là, t'as les jeunes, ils sont là, Dupont, machin. Penaud, c'est quoi? C'est 1 nul, 7 défaites en équipe de France. C'est qu'à un moment, il va falloir qu'ils gagnent. Bien sûr. Parce que là, si on part qu'avec des jeunes qui se retrouvent après 20 sélections, 18 défaites, ils seront grillés aussi, ils seront cramés aussi. Et oui, mentalement, la question, c'est même pas de se dire avec qui tu vas. C'est déjà, qu'est-ce qu'on fait?
On joue au pied, on joue pas au pied. On décide qu'on est les Français comme avant. On désigne des mecs devant et on joue après quand on peut. Ça, c'est à peu près le rugby français. Ou on s'invente autre chose. On peut toujours inventer. Mais si tu inventes, c'est à 10 ans qu'il va falloir réfléchir. Et ces jeunes-là, même à la place de Penaud, et encore, il a fait un nul face au Japon, au terrible japonais. Le mec, 8 sélections, c'est ça, 8 ou 9. Il a que des défaites. Et un nul. Tu peux pas sortir de là tranquille, quoi. Confiant, ouais. Alex, tu as évoqué le mot de radicalité. Je pose une question que se pose un peu la Vox Populi, qui ne comprend pas qu'on ait pu virer Novès après de mauvais résultats et qu'on ne fasse rien avec Brunel après d'encore plus mauvais résultats. La question, elle est simple. Est-ce qu'il est menacé là à court terme ? Est-ce qu'il est possible de faire sans lui ? Ouais, là, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais il y a des éléments. Jeudi, par exemple, il y a le conflit Novès-FFR au Prud'homme. Si il venait à l'idée de la FFR d'écarter Jacques Brunel d'ici jeudi, je pense que ça donnerait vraiment une drôle de tournure bon, bah, ce sera vendredi alors. Au conflit au Prud'homme. Ça fait une belle Saint-Valentin quand même pour Bernard Réguy. C'est sûr, ça va faire un... Et on sera je pense pas que Bernard Laporte sera sur place, mais de toute façon, on peut remettre en question tout, les hommes, le staff, les choix de joueurs hier. Fallait-il faire jouer 2 centres aux ailes, fallait-il faire jouer un arrière, un ailier à l'arrière, fallait-il faire jouer Camara et machin et Ituria ensemble. Le problème, il dépasse complètement ces débats-là. Ces débats-là, c'est des débats intéressants, mais finalement assez secondaires. Ce matin, il y a Brian Moore qui disait, dans la presse, il disait oui, c'est vrai, les Français ont fait n'importe quoi en titularisant ce triangle arrière. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas été bons là-dessus. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, même s'ils avaient fait des bons choix, ils auraient perdu contre l'Angleterre hier. Parce que, peut-être pas dans ces proportions. Peut-être pas dans ces proportions, mais ils auraient été dominés quoi qu'il arrive parce qu'ils sont largués sur plein d'autres... Et c'est ça, il le disait pas, mais là, je continue, parce qu'on est largués sur plein d'autres aspects. Renaud, t'en penses quoi ? Oui, on va à la Coupe du Monde avec Brunel, de toute façon maintenant il est trop tard, on ne peut plus faire autrement. Ouais, puis je vois mal le président de la FFR se désavouer. Se désavouer, et puis des jugés, celui qui considère comme un ami, quoi. Donc ça c'est... Je suis d'accord sur le fait qu'en plus on peut mettre n'importe qui pour en ce moment dans l'état actuel des stocks. Voilà. Ce que je trouve décevant de la part d'un technicien comme Brunel, en fait, c'est de pas poser publiquement le constat et de toujours chercher à positiver. Même après l'Angleterre, il y a une petite phrase où il laisse entendre qu'il y a quand même eu qu'en deuxième mi-temps l'équipe de France n'a pas lâché, sinon ça aurait pu être pire. Mais ça fallait être éveillé dans la salle de presse pour le croire, quoi, pour l'entendre. Donc c'est à un moment, le rugby français gagnerait qu'une personnalité forte, et Jacques Brunel en est une parce qu'il a été 8 ans ou 7-8 ans adjoint de Bernard Laporte, qu'il a été champion de France avec l'USAP, de dire, de pousser un cri d'alarme vraiment fort, quoi, plutôt que de éménager les susceptibilités et protéger ses N+1 et N+2 et continuer protéger ses joueurs. Et faire du management consternant. Eddie Jones protège pas ses joueurs, Warren Gatland ne protège pas ses joueurs. En Nouvelle-Zélande, quand les sélectionneurs ont quelque chose à dire, ils le font aussi, et ça ferait, je pense, ça ferait plus de bien que ça n'aurait de conséquences, quoi, en fait. Peut-être un petit mot juste sur la fin du tournoi, le match contre l'Écosse, un tournant, non ? Parce que si on perd ce match-là, on va tout droit vers une finale pour la cuillère de bois en Italie. Arnaud ? Oui, elle sera au bord de la touche. Ouais. À côté du trophée Garibaldi. Elle fera peur à tout le monde ou pas ? Est-ce qu'elle peut faire peur aux Bleus ? Oui, mais là, je crois qu'ils, pour l'instant, ils y pensent pas du tout. Puisqu'ils sont tellement focalisés sur l'Écosse, pas persuadés qu'ils vont battre l'Écosse, mais qu'il faut battre l'Écosse. Ouais, c'est vrai que... Mais le problème, c'est que les Écossais, ils vont venir pour gagner au Stade de France. C'est ce que disait Ituria à la fin du match à la télé. Maintenant, tout le monde va venir chez nous pour nous taper, quoi. Mais on est l'USAP, quoi. Ouais. Les mecs, ils viennent chez toi pour gagner. Ils vont venir avec les idées super claires. Ils l'avaient déjà fait l'an dernier à Murrayfield. Là, ils ont vu les Anglais faire la même chose. Ils vont tout le temps essayer d'accélérer le jeu.
quand on va taper en touche, ils vont sprinter jusqu'à la touche, lancer le ballon alors qu'on ne sera pas encore placé, le jeu repartira, et puis ainsi de suite, on sera dans un espèce de grand 8. Mais une bonne nouvelle quand même, le stade sera plein. C'est info Renaud Bourrel, notre spécialiste billetterie. Normalement, le stade sera plein. Donc, voilà. Avec un gros soutien. Et des kills partout. Si Hogg pouvait rester blessé, ça serait pas une mauvaise nouvelle. C'est moche ça. Ils ont déjà perdu Watson de leur troisième ligne, ça fait beaucoup de blessés en troisième ligne. Là, ça va être un match, effectivement, forcément, les 2 semaines qui séparent les Bleus du match contre l'Écosse, là, elles vont être pesantes, hein, parce que le climat est hyper négatif, quoi, et ça va pas s'arrêter. À partir de vendredi, les joueurs vont se rassembler, ils vont commencer à voir les médias, et toutes les questions vont tourner autour de cet état du rugby français. L'audience de Novès au milieu de tout ça qui va rajouter à la dramaturgie. Voilà, ça va être quelque chose. Très bien, messieurs. Bon, on a fait le tour de la question. Rien à ajouter. On n'aura jamais fait le tour. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, alors comme ça on aura encore des choses à dire. Merci à tous et à toutes. C'était Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alex Bardot, Renaud Bourrel et Arnaud Requena. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.